Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts en 5 épisodes autour des transidentités. Aujourd'hui, nous retrouvons Lauriane, éducatrice spécialisée au Cassis. Elle interroge Jeanne et avec elle, nous reprendrons l'historique des luttes pour les transidentités. Donc, bonjour, d'abord, comment tu t'appelles, comment tu te présentes et surtout quel pronom je dois utiliser? Alors, je m'appelle Jeanne et je suis de genre féminin. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on avait envie de voir, c'était un petit peu quelle est l'histoire des transidentités. C'est un petit peu complexe parce que c'est en même temps lié au vocabulaire. Le mot transidentité est sorti dans les années 2000, les questions de genre un petit peu avant. Donc, ça fait que très récemment qu'on a un vocabulaire un peu plus spécialisé et qui est accepté par beaucoup de monde. Parce qu'avant, on a utilisé les noms travestis et transsexuels. Magnus Hirschfeld, c'est un médecin allemand qui a beaucoup travaillé pour l'égalité aussi des homosexuels. Il a essayé de développer un concept qui n'a pas toujours été accepté par ses collègues. Mais après, quelques années après le mot transvesti qu'il utilisait, il a utilisé le mot transsexuel. Et donc il a fondé un institut de sexologie dans les années 20. En 1930, ils ont opéré la première femme trans qui s'appelle Lily Elbe. Et donc une opération qui a bien marché quelque temps. Malheureusement, Lily, elle a... Enfin, je ne sais pas si c'était en accord aussi avec l'équipe médicale. Ils ont voulu aller plus loin et elle s'est fait greffer un utérus et cette opération a échoué et elle est morte en 1933. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu la période avec les nazis. Donc lui, tout son travail a été un petit peu mis de côté. Puis il avait peur pour sa sécurité et il est parti aux États-Unis, se réfugier. Et après, il est revenu en France. Et donc, il est mort en 1935 à Nice. Donc, les opérations par rapport aux personnes trans, elles étaient un petit peu suspendues à cette période-là. Et après, c'est réapparu dans les années 50. Après, un protocole qui était célèbre, c'était le protocole du docteur Benjamin, sur le syndrome de Benjamin. Alors, ce qui était compliqué, c'est que lui, c'était un endocrino et qui voulait faire valider au niveau médical un accompagnement des personnes trans. Mais parce qu'à l'époque, il y avait un discours très négatif depuis Freud avec la psychiatrie. Donc, c'était des perversités, classé dans les perversités. Après, les psychiatres, plus psychanalystes, ils les ont classés dans les psychoses. Et donc lui, il est obligé de faire un travail à la fois pour que ce soit une catégorie médicale, pour que ce soit une prise en charge, mais d'un autre côté, d'utiliser un vocabulaire. Donc ils ont inventé le transsexualisme. Les communautés maintenant transgenres, on rejette un peu ce vocabulaire-là, mais on était obligé de passer par toute cette période-là. Voilà. Mais donc ça, c'est une période moderne, parce qu'avant, la transidentité, ça a toujours existé dans beaucoup de continents, beaucoup d'ethnies. Et en fait, le vocabulaire n'était pas inventé. Alors on disait les eunuques, ou les personnes, peut-être qu'il y a des ethnologues qui ont dit les personnes du troisième sexe, ou des noms comme ça. Mais c'est pas suffisamment précis. Et nous, on n'a pas trop de regard sur ce qui s'est passé avant, si ce n'est des fois à travers des romans, mais on ne sait pas si c'est des histoires romancées ou si c'est vrai. Parce que même aussi dans la religion, il y a des notions de genre alternatifs qui font le lien entre le masculin et le féminin, des choses comme ça. On n'a pas le mot transidentité comme maintenant. Donc là, tu parlais de l'histoire moderne. On sait que ça a existé
depuis toujours. C'est simplement qu'on a commencé à mettre du coup du vocabulaire. Tu t'es arrêté après la mort du premier médecin et du coup après les opérations qui ont repris. Depuis ce moment-là, on en est où? Qu'est-ce qu'ont amené les luttes en fait? Au 18e, 19e, dans la zone amérindienne, quand les colons européens sont allés là-bas, en fait, il y avait une culture amérindienne qui était les bispirituels. Et donc cette culture, elle ne connaissait pas l'homosexualité puisque il pouvait y avoir deux hommes, enfin deux personnes assignées au masculin à la naissance, mais qui ne se définissaient pas comme hommes, qui avaient les cheveux longs, qui mettaient des tenues amples et tout ça, et qui se ressentaient peut-être au féminin ou des deux genres. Et le fait d'avoir un genre qui n'est pas celui de naissance, s'ils étaient en relation avec une autre personne ou même mariés, c'était pas un mariage homosexuel, c'était un mariage de deux personnes, mais bispirituelles. Voilà. Mais à travers le monde, il y a beaucoup de cultures comme ça. Donc il y a les Hijras en Inde, il y a les Muché au Mexique, il y a les Fa'afafine aux îles Samoa, aux îles Tonga. Donc l'existence de personnes qui vivent dans un genre qui n'est pas celui assigné à la naissance a toujours existé. Et nous, on en a une conception un peu bornée, c'est-à-dire que axée sur la transidentité avec des opérations médicales, avec l'apport médical. Même si, bien sûr, globalement, il y a des personnes trans qui sont d'accord, parce que ça leur convient. Moi, ça me convient tout à fait d'avoir une démarche avec des hormones, de la chirurgie, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a des personnes aussi qui peuvent vivre leur genre, mais pas dans un genre extrême, ni pur masculin, ni pur féminin. Oui, c'est ce que nous disait Marc dans un épisode précédent, qui était, du coup, la question, c'était souvent, alors tu as fait ton opération, déjà comme s'il n'y avait qu'une seule opération, et puis comme si c'était obligatoire dans la transition, alors qu'en fait, pas du tout, ça dépend vraiment des personnes, finalement. Et même, j'imagine, du moment de la vie de la personne aussi. C'est comme si on cherchait une certaine légitimité par rapport à ce qu'on a entre les jambes. Oui. Mais ce qu'on a entre les jambes, ça n'est utile que nous, si on s'en sert dans nos relations amoureuses, sexuelles, et si on arrive à le gérer, si ce n'est pas un problème pour nous, je ne vois pas l'injonction qu'on aurait à avoir un sexe en conformité avec un genre particulier. En fait, c'est tout un gros tas de mensonges dès la naissance, parce que quand on nous dit je vous assigne de sexe masculin ou de sexe féminin, c'est faux, parce que le masculin et le féminin, ce sont des genres. En fait, on devrait dire je vous assigne de sexe mâle, de sexe femelle ou intersexe. Donc la société, il y a une pression, une injonction à être que ou mâle, femelle ou masculin, féminin. C'est une binarité des sexes, une binarité des genres. Oui, aujourd'hui, on n'est pas prêt à créer une troisième case sur la carte d'identité de intersexe. Il y a des intersexes qui le voudraient bien, il y en a d'autres qui ne veulent pas, parce que ça les met en dehors du masculin, de mâle et de femelle. Donc en fait, il faudrait supprimer les mentions de sexe et d'être reconnu seulement par notre définition personnelle. C'est vrai que voir une personne transgenre ou androgyne, ça déstabilise les gens. Ils aiment bien savoir, mais toi, t'es un homme ou t'es une femme? Ils veulent savoir. À chaque fois qu'ils posent ça à une personne trans ou une personne intersexe, c'est de l'intrusion et ça ne devrait pas exister. Et jusqu'à aujourd'hui, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé comme avancée dans les transidentités? Alors, il y a eu un courant dans les années 60 où alors moi j'ai utilisé le mot de l'époque, les transsexuels ont été médiatisés, mais c'était les transsexuels de cabaret, comme Coccinelle, Bambi, et c'était des personnes qui étaient les premières à lutter pour avoir le droit d'exister dans la rue, en dehors de leur période de cabaret le soir, parce qu'en fait, il y avait des lois qui interdisaient de se travestir.
il y avait une interdiction et les personnes transsexuelles donc de l'époque s'amusaient beaucoup à être embarquées dans les fourgons de police et d'embêter un peu les policiers et puis jouer sur l'ambiguïté, puisque eux c'était exotique. Ils avaient emmené une transsexuelle dans leur fourgon, ils l'avaient mis au Newf pour la nuit. Et puis elles, c'était les premières qui luttaient pour exister, parce que Coccinelle, elle a fait un mini scandale, parce qu'en fait elle s'est mariée, et non seulement elle s'est mariée à la mairie, mais aussi à l'église. Et en fait, dans les critiques, c'était pas une femme, c'était un homme. C'est un homme déguisé. En fait, les gens, ils avaient du mal à se représenter. Coccinelle, elle avait obtenu le changement d'état civil. Et donc après, il y a eu la Cour de cassation qui a émis un veto. Et après, pour faire progresser donc un petit peu les personnes trans, donc il y a eu des parcours. Parce qu'il y a eu des médecins français qui sont allés aux États-Unis et qui se sont inspirés de ce qui se faisait là-bas pour le créer en France. Donc ils ont créé un protocole hospitalier avec des règles, tant d'années de psychiatrie, tant d'années d'hormones, et après, éventuellement, de la chirurgie. En fait, pour arriver à être intégré dans la démarche, il fallait avoir un cispassing, c'est-à-dire être dans le genre qu'on revendiquait, sinon on était rejeté des parcours. Il fallait pas non plus avoir été marié avant, il fallait être homosexuel dans le genre de naissance pour arriver à être hétéro. Donc il y avait plein de normes comme ça qui étaient très rigides de ces protocoles, et ça a subsisté très très longtemps, parce que même si les mentalités évoluent, les psys, ils évoluent pas aussi vite, et donc ils ont gardé cette espèce de rigidité. Et alors même donc dans les années 2010, il y a eu une réforme, et on a dit que c'était la dépsychiatrisation. En fait, c'était une modification de l'ALD, c'est l'affection de longue durée. Et la dépsychiatrisation, elle arrive maintenant à être votée par les classifications internationales des maladies, donc la CIM 11, mais elle sera effective qu'en 2022. Merci beaucoup, Jeanne. Est-ce que tu as des réseaux ou un contact à donner pour les gens qui voudraient te contacter ? À travers l'association Trans 3.0. À très bientôt. Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre de la quinzaine de l'égalité 2020 de la mairie de Bordeaux par le CASSIS, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité. Le CASSIS est une association qui a vu le jour en 1981 à Bordeaux et c'est aujourd'hui un centre médico-social atypique au rayonnement régional, spécialiste des questions liées à la sexualité entendues dans toutes ses dimensions. Pour en savoir plus sur nos projets, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet et nous suivre sur les réseaux sociaux, la team Cassis sur Instagram ou Équipe Cassis sur Facebook.